suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Raphaël. Merci de nous recevoir dans tes bureaux du sud de l'île d'Hong Kong. On est je sais le dire en mandarin, Huangzhukang, comment tu dis en cantonais? Je sais dire en anglais moi, Huangzhukang. Okay. Donc tu es la fondatrice et CEO de Uplifters, qui est une NGO, une ONG en français. Déjà, je suis très heureux de recevoir une femme dans le podcast parce que je suis assez gêné, mais on en est à peu près à 10 épisodes et tu es la toute première femme. Donc c'est un problème que j'ai bien identifié. Je me suis fait un peu taper sur les doigts sur les réseaux sociaux récemment à cause de ça. Donc je lance un appel. On n'est pas anti-femme, c'est juste qu'on a du mal à trouver des candidates ou les. Donc voilà, tu es la première femme et tu es aussi un des premiers profils non business. Donc c'est vraiment super de faire une NGO, de sortir un peu des startups et des grosses réussites entrepreneuriales business. Donc voilà, un épisode assez unique. Écoute, je suis ravie de cacher autant de cases et on est aussi une entreprise, une aventure entrepreneuriale à succès. Donc tu peux cocher une case en plus. Ok, super. Vas-y, la parole est à toi. Je te laisse te présenter et nous dire qu'est-ce que c'est Uplifters. On n'a pas encore expliqué Uplifters, qu'est-ce que c'est? Oui, alors Marie, française, je suis en Asie depuis 6 ans et Uplifters, c'est une ONG que j'ai fondée il y a 3 ans et qui offre des formations en ligne aux communautés défavorisées et en particulier ici les Migrant Domestic Workers. Donc la traduction en français est toujours très lourde, employés de maison immigrés. Donc toutes les Philippines, les Indonésiennes qui partent de chez elles, laissent leurs enfants, laissent leur famille pour gagner leur vie à l'étranger, comme employés de maison dans des familles, souvent à Hong Kong, à Singapour, beaucoup à Taïwan et aux Émirats Arabes Unis. Parce que ici, c'est un phénomène assez massif. Ici, on parle de centaines de milliers de personnes sur Hong Kong. Donc 380 000 à Hong Kong, 248 000 à Singapour. Elles sont entre 2 et 3 millions en Asie du Sud-Est. Donc c'est en effet une énorme diaspora. Et elles contribuent massivement à l'économie de leur pays. C'est 10% du PNB aux Philippines, qui vient de l'argent envoyé par des migrants. D'accord. Donc le pays vit vraiment sous perfusion d'argent envoyé par les migrants. Ce que nous, on essaye de faire, c'est en fait que leur migration soit un succès pour elles à titre personnel et pour leur pays, que cet argent-là soit économisé, investi à bon escient, et que donc du coup le cercle de la pauvreté soit brisé, parce que malheureusement ce qui se passe, c'est que malgré des années passées à l'étranger, elles vont souvent retourner chez elles dans des situations économiques équivalentes, voire pires que celles dans lesquelles elles sont parties. Donc ça, c'est toute la situation qui se retourne un peu contre elles, leur famille vit à leurs dépens, tout le cycle migratoire est abusif. Mais nous, ce qu'on essaye de travailler, c'est sur la partie éducation avec des formations en ligne, donc scalable, leur apporter les outils pour qu'elles puissent faire de leur migration un succès et que ce soit encore une fois bénéfique à titre personnel, pour leur famille et pour les sociétés de leur pays. D'accord, c'est donc surtout Indonésie et Philippines, c'est ça? Des femmes, une écrasante majorité, et des métiers, donc souvent dans ce qu'on appelle les helpers en anglais, c'est donc des personnes à domicile, des femmes de ménage, c'est ça le métier principal, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a beaucoup plus d'activités qu'on ne voit pas forcément? Non, c'est en effet le métier principal. Enfin, le métier principal, c'est soins aux personnes, en fait, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Il n'y a pas de structure en Asie pour s'occuper ni des enfants ni des personnes âgées. Donc, ce sont les helpers, en effet, qui remplissent ce rôle. Mm-hmm. On a souvent tendance dans le milieu des ONG à les appeler Migrant Domestic Workers, parce que helper peut être vu comme un petit peu diminuant, parce que finalement, c'est pas du tout qu'une aide qu'elles apportent, c'est un vrai métier. Mm. Donc c'est pour ça que le terme est lourd, mais je l'utilise de façon longue, pour cette raison-là. D'accord. On va revenir on commence à rentrer dans les détails, mais on va revenir un peu à comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc,
Tu as un parcours assez classique, j'ai l'impression. J'ai vu que tu avais fait l'ESSEC, que des stages chez Unilever et Chanel. Ça fait assez parcours académique classique français. Ensuite, tu as travaillé en France, c'est ça? Donc retrace-nous un peu ton parcours et comment tu en arrives là. J'ai eu la chance de commencer ma carrière dans une boîte de moyenne taille, une start-up qui avait bien grandi, comme directrice d'un centre de formation à distance, donc dans la formation en ligne. Et j'avais 24 ans, je gérais une équipe de 10 personnes, un chiffre d'affaires de 400 000 euros, je crois. Et j'étais complètement catapultée là. En plus, je suis quelqu'un d'assez introverti et pas forcément avec beaucoup de confiance en moi. Donc, c'était une belle découverte du monde de l'entreprise. Et ça, c'était à Paris, c'est ça? C'était à Paris. Ouais. Et c'était une école qui s'appelle Caris Formation, qui forme au métier de la beauté et du bien-être, et donc apprendre en ligne la coiffure, apprendre l'esthétique. Et donc, en fait, former, et c'était déjà dans le milieu des femmes, c'est assez drôle, parce qu'au final, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes, beaucoup des femmes, qui souvent n'avaient pas pu faire les études de leur choix. Et à 25, 30 ans, se disaient non mais moi j'ai toujours voulu être coiffeuse, je peux pas lâcher mon travail pour retourner à l'école, donc je fais cette formation à distance pour pouvoir préparer mon CAP, mon BP coiffure. En France, il faut des diplômes en fait pour accéder à ces métiers-là. Donc on préparait à ces diplômes d'État. Et à l'époque, c'était le tout début de la formation en ligne et c'était encore beaucoup des cours par correspondance. Donc en fait, une grosse partie de mon métier, ça a été d'accompagner la transition, de faire les vidéos, de mettre en place du coaching, du suivi des élèves, et que ce soit autre chose que simplement des devoirs qu'on renvoyait par la poste. D'accord. Et c'était un choix assez fort. J'ai vu ton profil, tu aurais pu aller travailler dans une grosse entreprise du luxe, même une banque ou je ne sais quoi. Mais tu as choisi ça, c'était volontairement, c'était quelque chose qui t'intéressait? Oui, il y avait deux choses très fortes dans tout mon parcours professionnel. C'était déjà d'avoir des métiers qui avaient un impact positif dans la société. Et il fallait que je puisse voir que ça bénéficiait aux gens. Même si c'était, en l'occurrence, c'était pas du tout une non-profit, mais que les gens bénéficiaient à titre personnel. Et la seconde chose, c'était que je puisse avoir assez vite du résultat. Moi, ça me frustre énormément quand on passe des mois à refaire la même présentation, qu'il y a des échelons à n'en plus finir, et que je vois pas à quoi mon travail sert. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, Unilever et Chanel, j'ai fait mes stages, et puis en fait, j'ai très vite fait une croix dessus. Si tu veux des résultats rapides, ouais, c'est pas... Et je cherchais plutôt une entreprise de moyenne taille. D'accord. J'avais à la même époque passé d'autres entretiens, alors pas forcément dans des entreprises de moyenne taille, c'est Amazon, donc c'était énorme. Mais il y avait ce côté entrepreneurial également que je recherchais. D'accord. Donc tu as travaillé donc pendant quelques années à Paris et après comment ça s'est passé? T'es parti pour Singapour, c'est ça? Je suis partie pour Singapour. En fait, avec mon mari, on s'était dit on avait envie d'avoir une expérience d'expatriation. C'était le premier qui avait une opportunité et lui en a eu une avec son entreprise. Et moi, par ailleurs, je connaissais déjà Singapour parce que j'avais passé 1 an sur le campus de l'ESSEC à Singapour. D'accord. Et je savais que j'allais adorer. Donc, je crois qu'il m'a envoyé un SMS et je lui ai répondu oui, c'est bon. On y va, c'est parti pour Singapour. Voilà, et puis 2 mois après, on était parti. D'accord, donc tu connaissais déjà un peu l'Asie. Oui, Singapour, c'est aussi assez, on va dire, assez civilisé. C'est quand même un cadre assez facile, assez agréable pour démarrer. Mais comment ça se passe, quoi, ta première arrivée en Asie, que ce soit pour tes études ou pour le travail? Enfin, est-ce que tu as eu un choc en arrivant, tes premières impressions? Singapour, on peut pas vraiment avoir de choc, honnêtement. Non, j'étais plutôt déçue que ce soit si lisse. Ouais. Et donc je recherchais beaucoup, en particulier quand j'étais plus jeune, pendant mes études, un peu d'exotisme entre guillemets. Et c'est extrêmement pédant de dire ça, mais c'est vrai que je me demandais où la vraie Asie en fait. Donc ce qui était génial, c'est que j'ai pu beaucoup voyager à cette époque-là. Elle est tout autour, c'est ça, donc l'Indonésie, la Malaisie, autour de Singapour, les Philippines aussi. On se rend compte très rapidement des écarts de richesse, des problèmes sociétaux partout. Et donc c'était, on va dire, une première initiation et sensibilisation aux problématiques de la région. D'accord. Et donc dis-moi, donc tu es à Singapour, tu cherches un travail, qu'est-ce qui se passe? Donc je cherche un travail, je voulais surtout pas cocher la case femme d'expat, ça me terrifiait. Ouais. Je cherche un travail le plus vite possible. Et je cherchais un travail toujours en cochant les mêmes cases, avoir du sens et pouvoir rapidement déboucher sur des projets.
Et j'ai trouvé un job assez rapidement dans une ONG qui faisait des formations en présentiel pour les domestic workers. Et on proposait d'être responsable du campus, c'est-à-dire d'organiser tout le déroulé des formations le dimanche pour elles. Donc c'était des formations autour de la gestion de ses revenus et le micro-entrepreneuriat. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui avec Uplifters, mais en ligne. D'accord. Donc tu as repris le concept de ce que tu avais vu à Singapour, tu l'as modifié. Pourquoi ces modifications? Quelle est l'idée derrière? Donc en fait, j'ai été extrêmement touchée par la rencontre avec toutes ces femmes, toutes ces Philippines, toutes ces Indonésiennes. On peut pas imaginer quand on les rencontre comme ça, tous les sacrifices, toutes les difficultés qu'elles ont eues dans leur vie. Elle vous raconte avec un grand sourire que son premier employeur, il lui a renversé une casserole d'eau bouillante parce qu'elle s'était endormie dans la cuisine à 1h du matin parce qu'elle attendait qu'il veuille bien aller se coucher pour pouvoir aller se coucher elle aussi. D'accord. Et puis en fait, elle a rebondi. Derrière ça, elle raconte que je n'ai pas envie de raconter que les horreurs, mais il y a plein d'histoires horribles. Non, mais c'est bien qu'on comprenne aussi pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une ONG dans ce domaine. Donc n'hésite pas à nous expliquer. Mais combien elles sont payées par exemple? C'est quoi le salaire type? Ça dépend beaucoup des pays et puis des employeurs. Ici, le salaire minimal, il est dans les 4 800 dollars par mois. D'accord. À Singapour, c'est plutôt moins, mais le coût de la vie est moindre aussi. Aux Émirats Arabes Unis, c'est encore moindre. Mais on va dire dans les 500 US dollars par mois, on va dire sur la région. D'accord, 500 dollars en étant parfois nourri et logé, pas toujours. Normalement, c'est nourri logé. Ce qui est toujours très compliqué, c'est que en fait, elle gagne beaucoup plus ici, 2 à 3 fois plus que dans le pays d'origine. Donc ça pourrait être un bon deal sur le papier. Le problème, c'est que les législations sont quand même très très minces. Et donc très rapidement, selon les employeurs, pas de bol, on peut se retrouver dans des situations de travail complètement abusives où on travaille de 6h du matin à 2h du matin en fait quasiment, en n'ayant pas un vrai espace, pas une vraie chambre, en ayant très peu normalement les vacances c'est une seule fois tous les 2 ans. Une seule fois tous les 2 ans. Quand vous avez laissé vos enfants, souvent des nourrissons, ça devient aussi très difficile de garder un lien avec ses enfants. Donc ça crée d'autres problèmes d'ailleurs de société, aux Philippines, en Indonésie, de familles qui sont séparées, d'enfants qui ont potentiellement plus de chance parce qu'ils ont plus de ressources financières, mais sont très handicapés émotionnellement parce que leurs mères sont pas là. Donc c'est tout un contexte qui fait que des femmes très courageuses, des femmes qui, de par leur situation, vont être amenées à soutenir financièrement toute leur famille et qui donc en fait peuvent se retrouver dans des situations financières très difficiles où elles empruntent de l'argent, où les emprunts auxquels elles ont accès, c'est pas les emprunts auxquels elles n'ont accès, et donc se retrouvent dans des cercles vicieux d'endettement rapidement. Parce que par exemple, si leur famille a des problèmes dans le pays d'origine, elles empruntent de l'argent pour... Exactement, pour les soutenir. D'accord. Mais du coup, je me suis un peu déviée de la question. Et donc, chez AIDA, j'ai découvert cette problématique qui me touche énormément. J'ai découvert l'impact que nos formations de gestion de ses revenus, de micro-entrepreneuriat pouvaient avoir sur elles et sur leur famille. Et en fait, ensuite, je suis arrivée à Hong Kong et là, j'ai aussi embauché une domestic worker pour s'occuper de mon bébé. Je discutais avec elle et puis tout d'un coup, ça paraît évident, mais clic. Tiens, j'ai l'expertise pour la formation en ligne. Et j'ai une très bonne connaissance de la communauté et des formations qui marchent bien. Si on le faisait en ligne, on pourrait avoir beaucoup plus d'impact. Les formations telles que la faisait l'ONG dans laquelle je travaillais étaient absolument merveilleuses, mais c'était forcément, on ne pouvait atteindre qu'une partie de la population qui pouvait se déplacer le dimanche, qui avait également envie de se déplacer le dimanche. Donc en fait, déjà un niveau d'empowerment suffisant pour se dire « je vais aller me former sur mon seul jour de congé ». Et derrière, il y en a des millions d'autres. Et je me suis dit, il faut qu'on teste une solution un peu différente, un peu innovante, pour aller toucher toutes celles qui, de toutes les façons, iront jamais le dimanche, soit parce qu'elles peuvent pas, soit parce qu'elles ne veulent pas, se former dans une école classique.
C'est vrai que c'est dur, si c'est leur seul jour de congé, et on le voit souvent, elles se retrouvent entre elles. À Hong Kong, c'est un phénomène assez marquant de voir toutes ces femmes qui se retrouvent dans le centre financier de Hong Kong, qui font des espèces de pique-niques géants. Mais on imagine que de retrouver leurs copines, des gens de leur communauté, donc le sacrifier pour aller prendre des cours, c'est sacrément courageux, quoi. Donc c'est vrai, si tu apportes une solution qui rend la chose plus flexible, clairement il y a une vraie valeur ajoutée, quoi. Il y a plein de mécanismes psychologiques derrière, en fait. Est-ce que est-ce que j'ai confiance en moi? C'est pour aller me retrouver devant un professeur. C'est pas facile, hein, ils n'ont pas forcément des niveaux d'éducation super élevés. Est-ce qu'en effet j'ai assez d'énergie? Parce que forcément elles ont envie de se reposer leur seul jour de congé. Est-ce que j'ai les moyens? Parce que parfois c'est très loin de chez elles, donc il faut aussi pouvoir se déplacer. Donc il y a plein de choses qui font que finalement il n'y en a pas tant que ça, comparé au nombre qu'elles sont ici, qui vont faire tous ces efforts-là pour aller se former. D'accord. Et les formations, donc ça tourne vraiment sur plein de problématiques qui sont pour améliorer leur quotidien, pour apprendre à gérer l'argent, à éviter de se faire arnaquer. C'est vraiment centré là-dessus. On parle pas de formation pour apprendre un nouveau métier ou pour... Alors pas pour apprendre de nouveaux métiers. Nous chez Uplifters, on a deux piliers. On a un pilier empowerment avec une formation assez holistique qui va être en effet la gestion de ses revenus, mais également la confiance en soi, la communication et la santé mentale. Donc en fait, ce qu'on a identifié comme étant tous les besoins principaux de cette communauté, et puis en fait c'est une formation qui est assez universelle, hein. Je pense que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils aimeraient bien la faire à titre personnel. Ça s'appelle Dare to Dream. D'accord. Et donc en fait, c'est des outils de coaching. J'ai fait également en arrivant en Asie. Je voulais vraiment pas cocher la case Somme d'expat. J'ai aussi fait une licence de psychologie à distance à laquelle je m'étais inscrite avant de partir, pour être sûre que je serais bien occupée en arrivant. Bon, au final, j'ai été bien occupée. Mais donc, du coup, j'ai été également au courant de tous ces outils. Dans l'idée de peut-être faire du coaching toi-même, c'était ça le... J'étais intéressée à titre personnel. Je voulais mieux comprendre comment fonctionnait le cerveau, comment fonctionnaient les comportements humains. Et derrière, ça m'a énormément servi pour Uplifters, que ce soit pour le contenu des formations, mais également pour le mécanisme, la façon dont on va délivrer le contenu des formations. Ce qui est extrêmement dur avec la formation, et en particulier la formation en ligne, c'est de faire en sorte que les gens ils finissent la formation, et après ça, évidemment, qu'ils changent leur comportement. D'accord. Mais déjà, finir la formation. Parce qu'ils ne sont pas assis dans une salle de classe en face de vous, et vous êtes garantis qu'ils vont rester jusqu'au bout. Et tu es face à un public qui n'a pas forcément fait beaucoup d'études, exactement, etc., qui vont accéder de cultures différentes. Tout se passe en anglais? Pour le moment, tout se passe en anglais. On va les traduire cette année en tagalog, donc en philippin et en indonésien. D'accord. Mais initialement, tout était en anglais. Et en fait, donc il faut vraiment, on parle beaucoup de human-centric, etc. Mais en effet, d'autant plus qu'on veut s'adresser à des communautés défavorisées, faut pas s'imaginer qu'elles vont aller se télécharger une app ou aller s'inscrire avec un compte email sur une plateforme quelque part, parce que déjà elles n'utilisent pas d'email. Des apps, il faudra avoir de la place dans ton téléphone. Et donc en fait, il faut vraiment partir de l'utilisateur et de comment est-ce que cette personne accède déjà au format, accède à Internet en temps normal. Donc il y a l'accès, qui est déjà une grosse problématique en tant que telle, et nous on fait tout à travers. L'accès à Internet, même à Hong Kong. En fait, elles ont Internet, mais elles vont pas utiliser Internet nécessairement de la même façon que nous on l'utilise. Elles vont surtout utiliser les réseaux sociaux. D'accord. Et elles vont surtout utiliser Facebook pour communiquer avec leur famille. Elles sont en général pas très à l'aise avec les emails. Et donc, leur envoyer un code par email ou leur envoyer leur lien vers une plateforme par email. T'as une problématique, d'accord. Ouais. Non, on n'imagine pas quand on connaît pas, donc c'est d'accord. Ah non, mais quand on parle d'accès, c'est pas juste ça. C'est bon, j'ai mis ma formation en ligne, c'est bon, je peux en toucher des millions. Non, vous allez en toucher zéro. C'est pas du tout adapté. D'accord. Dans une startup normale, le problème, c'est l'acquisition client ou de gagner de l'argent. Toi, tu es aussi une sorte de startup, mais tu dépasses les problématiques, quoi. Le problème de l'acquisition client, on l'a résolu par le bouche à oreille et le fait que c'est vraiment un projet porté par la communauté. Donc ça coche plusieurs cases, mais en fait, ce qu'on fait, c'est que ce sont les anciennes élèves qui vont former les nouvelles. D'accord. Donc on a un programme Train the Trainer pour entraîner les anciennes à former les nouvelles. Donc ça a plein de vertus. Une des vertus, c'est l'acquisition, parce que du coup, en fait, c'est le projet, il grandit par lui-même parce que la communauté voit, à titre personnel, on voit les effets sur soi, et donc
on a envie de partager avec ses pairs et de faire en sorte qu'elle aussi, elle puisse en bénéficier. D'accord. Et le deuxième aspect positif, et ça va me permettre de reboucler, c'est sur le taux de complétion, qui est le gros challenge des formations en ligne. Les grosses plateformes comme Coursera, comme edX, ils ont en moyenne 5% seulement des gens qui finissent une formation qu'ils ont commencé. J'avoue que j'en ai démarré quelques-unes que j'ai abandonnées, donc t'as abandonné. On tue vite les... Ouais, et qu'en général, tu commences même pas, c'est-à-dire que tu lis l'intro c'est très très difficile de faire en sorte que les gens finissent des formations. Et nous, en fait, comme elles vont suivre la formation avec un groupe de pairs, il y a un phénomène de soutien. Et puis en fait, il y a un phénomène tout simple de pression par les pairs, mais de pression positive. Mais en fait, on voit les autres le faire et on se dit, je vais le faire moi aussi. Et donc nous, on a plus de 50% de nos élèves qui finissent nos formations. 50%, et on parle de personnes qui ont très peu de temps pour elles, qui vont se connecter à partir de leur smartphone, parfois qui n'ont même pas accès au Wi-Fi de leur employeur, donc ils vont le faire sur des Elles n'ont pas accès au Wi-Fi de leur employeur. Non, c'est assez fréquent en effet que leur employeur leur laisse pas accès au Wi-Fi. D'accord. En ayant peur qu'elles travaillent pas bien ou qu'elles fassent des choses illégales en ligne. Donc parce qu'on entend des rumeurs, on entend des histoires de personnes qui mangent les restes dans des familles hongkongaises. Enfin, on entend parfois des histoires un peu dures. Il y a des histoires très dures. Il y a des cas extrêmes partout. Nous, déjà, ce qu'on voudrait, c'est que pour celles qui sont pas dans ces situations extrêmes, parce que je pense que franchement, notre formation, c'est pas adapté quand on est complètement maltraité par son employeur. C'est pas la priorité d'apprendre à gérer son argent. Mais déjà, pour toutes celles qui sont dans des situations, on va dire, normales ou gérables, de faire en sorte que, au moins, elles puissent faire de leur migration un succès. Je me répète, mais c'est vraiment important de se dire que même pour celles qui ne sont pas dans des situations horribles, en fait, elles vont passer 10, 15 ans, 20 ans ici et elles vont rien mettre de côté. Et elles vont pas voir leurs enfants, pas voir leur famille. Et donc, elles vont rentrer chez elles auront rien. Et le pays, derrière, ne se développe pas. C'est assez classique, ça, des personnes qui passent des dizaines d'années ici. Oui, c'est très classique. En fait, c'est la majorité. Et il n'y a pas d'investissement dans des sources productives de revenus et donc à la fin, pas de création de richesse. Tout l'argent est utilisé pour de la consommation courante ou de la gestion d'urgence. Ce qu'elles font, c'est qu'elles envoient les enfants à l'école. Donc ça, il y a beaucoup de frais d'université qui sont payés grâce à ça. Mais comme il n'y a pas forcément de job qui paye bien dans les pays d'origine, même avec des bons diplômes, les enfants repartent à l'étranger. Et donc, t'imagines les crève-cœurs de cette domestic worker qui a passé 15 ans à travailler ici pour que sa fille puisse aller à l'université. Sa fille a enfin son diplôme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va travailler comme domestic worker. Et on parle de 15 ans en rentrant à la maison, peut-être une fois tous les 2 ans, comme tu l'as dit. Enfin, c'est un sacrifice qui est énorme, quoi. Et comment tu leur présentes tes formations, ton offre? Parce que là, tu rentres dans le détail, etc. Et bon, c'est très clair. Tu me dis, elles vont apprendre à faire un budget, elles vont apprendre à faire ci, à faire ça. Mais comment, pour elles, tu le packages pour que ça soit compréhensible et que ça les intéresse? Alors, tout est délivré à travers un chatbot sur Facebook. D'accord. Donc déjà, l'accès est facilité parce que c'est la plateforme qu'elles utilisent au quotidien pour échanger avec leur famille. Donc tous les jours, tu vas avoir quelques petits messages avec des gifs, des emojis. C'est sympa, tu vois, c'est pas du tout rébarbatif. En disant tiens, aujourd'hui on va faire ci, on va faire ça. Et en parallèle, elles vont avoir un groupe de chat sur WhatsApp avec les autres domestic workers, une quinzaine, où elles vont discuter des leçons. Donc tout est packagé pour que ce soit facile et attractif, avec une grande flexibilité, c'est-à-dire que c'est pas ok, donc il faut que tu te connectes à un Zoom à 20h ou à 21h, même si dans le meilleur des cas elles étaient libres, en fait c'est extrêmement contraignant. Nous c'est une formation qui est très flexible, c'est-à-dire qu'il y a un rythme. Que s'assurer qu'elles le fassent, il faut qu'il y ait un rythme, mais c'est un peu quand elles veulent dans la semaine. D'accord. Et c'est automatisé, donc quand tu parles de chatbot, etc. Donc le contenu est délivré de façon automatique. Et derrière, en fait, on a nos team leaders, donc les anciennes élèves qu'on a formées à encadrer les nouvelles, qui vont rebondir sur le contenu envoyé par le robot et dire, voilà, aujourd'hui on va faire notre budget ensemble, aujourd'hui on va faire notre dream board, aujourd'hui on va faire un challenge autour de la communication, donc apprendre à dire non aux demandes d'argent non nécessaire de sa famille. Donc, on va au wet market, petit exercice, vous prenez des carottes, puis après vous dites non, finalement, j'en veux pas. Donc vraiment des jeux de rôle, d'accord, sur des situations assez simples. Mais ouais. Okay. Donc toute la formation est construite sur les principes de psychologie comportementale pour inciter à l'action.
C'est pas du tout suffisant de dire à quelqu'un, tu sais, il faudrait que tu économises plus. Enfin, vu leur situation, c'est extrêmement difficile. On vient de le dire, hein, leurs enfants, ils sont loin d'elle. Quand ta gamine de 10 ans te dit pour mon anniversaire, maman, ça me ferait super plaisir que tu m'offres, qu'on fasse une jolie fête et que je puisse inviter mes copines et que je puisse avoir tel jeu. En fait, c'est impossible de dire. À distance comme ça, c'est très très difficile. Ouais, donc en fait, on fait des jeux de rôle et puis on fait beaucoup de partage d'expériences entre elles, parce que c'est en voyant les autres qui disent ouais, je sais, c'est hyper dur, mais je t'assure, ta famille, elle peut comprendre, et derrière, moi, ça a changé ma vie. Ça marche. C'est pas moi, la petite française, qui va arriver en leur disant je t'assure, économise plus, c'est bon pour toi, quoi. Et justement, comment est-ce que tu es vue en tant que Française à Hong Kong, donc il y a une société chinoise à plus de 90%. Tu vois, et les helpers, en grande majorité, travaillent chez les locaux. Donc déjà, toi, je dis helper, je sais plus quel est le terme. Quel est le terme qu'il faut utiliser là en français? Je suis. T'inquiète pas, tu veux très bien utiliser helper. Qui sont, est-ce que tes helpers, elles sont autant chez des locaux que chez des étrangers? Et comment est-ce que tu es vue à Hong Kong en tant qu'étrangère, toi, qui viens un peu essayer de faire des choses positives, mais forcément, t'es étrangère à Hong Kong, donc tu peux être vue de manière un peu, tu viens de mêler de nos affaires. Écoute, j'ai pas ressenti ça. Déjà, nous, on a commencé à construire une communauté autour des domestic workers. Ouais. Donc au début, les employeurs, on s'adressait pas spécifiquement à eux. C'est en train de venir, parce que si on veut avoir un impact systémique, donc c'est-à-dire qui vraiment amène du changement, il faut aussi évidemment s'adresser aux employeurs. Mais au début, on s'adressait pas juste aux domestic workers. On leur demandait, leurs employeurs en sont en grande majorité locaux, parce qu'en fait, c'est simplement représentatif de la population. Et le discours, nous, il est extrêmement positif. C'était là, tu as envie d'avoir une bonne relation avec ton employeur. Donc, on leur donne des conseils pour que ça se passe bien avec leur employeur, pour leur apprendre à communiquer de façon respectueuse, mais néanmoins de communiquer. Et en fait, comme souvent elles disent rien, ça n'aide pas forcément leur employeur à comprendre que si elle a rien dit, c'est que c'est pas parce qu'elle voulait pas faire, mais c'est parce qu'elle n'avait pas compris. Donc, on va également leur donner des conseils en matière de communication sur le sujet. Vous arrivez à aborder les employeurs quelque part, parfois sur certains projets? Et alors, on a des nouveaux projets où en fait là, on lance un nouveau pilier de formation qui sont autour des compétences dont elles ont besoin pour leur job, justement pour faire en sorte que ça se passe bien avec leur employeur. Ouais. Donc là, on vient de lancer une nouvelle formation autour du soin du bébé, où en fait il y a un accès à la fois pour elles, un accès pour leur employeur, pour s'assurer que l'employeur soit capable de bien communiquer toutes ses attentes. C'est-à-dire que moi, je suis aussi maman d'un petit bébé, je suis maintenant mon bébé, mais à l'époque. Et j'avais envie de pouvoir... il y a tout un tas de choses où, en fait, si on n'est pas accompagné pour l'expliquer à sa domestic worker, ça paraît évident. Par exemple, de mettre un enfant allongé sur le dos, nous, ça nous paraît évident. On l'a lu, on l'a relu. Sauf qu'elles, dans leur culture, c'est pas forcément du tout évident. Surtout si elles viennent directement des Philippines, où les enfants, ils dorment dans des hamacs. D'accord. Petite différence culturelle. Ouais. D'accord. Donc, j'imagine que c'est aussi super important qu'elles puissent bien travailler avec leurs employeurs. Et comment, en général, elles font une seule formation. Une fois qu'elles rentrent dans le système, elles vont avoir tendance à faire plusieurs formations. Il y a une vraie relation qui se construit entre toi et j'arrive plus à trouver le mot. J'ose plus dire helper, je sais plus comment. T'as pas un mot adéquat pour... Employé de maison. Employé de maison, d'accord. Alors, nous, on a une formation initiale de 3 semaines. Et en fait, après, on a un suivi sur 6 mois. Donc, ça, c'est sur le pilier, on va dire, gestion de ses revenus, développement personnel. Donc, pour s'assurer qu'elles arrivent à mettre en place dans leur vie le contenu de la formation, on va les accompagner sur 6 mois avec des piqûres de rappel tous les mois sur faire son budget et puis des concepts de développement personnel, d'intelligence émotionnelle en plus. Donc ça c'est ce premier pilier. Et puis après sur la formation de Baby Care, c'est une formation qui dure 2 semaines, 2 fois 2 semaines en fait, il y a 2 modules. D'accord, ok. Et pour revenir au démarrage, donc on a un peu sauté les étapes, là on est rentré dans les détails de ce projet, mais quand tu nous as expliqué donc comment tu as eu l'idée, que tu avais déjà, de par ce travail que tu avais fait à Singapour relativement similaire, tu avais déjà le concept en tête, c'est ta propre
aide ménagère, tu m'as dit. Je vais pas y C'est arriver. un prof de domestic worker Qui t'a donné le déclic. Mais alors après, comment tu fais? Tu commences toute seule, tu cherches des financements, tu cherches des partenaires. Enfin, comment? C'est une vraie start-up que tu as lancée quelque part. Comment ça se passe au début? Alors au départ, comme une start-up, en montant un produit MVP. MVP. Et en le testant. D'accord. Ce qui était facile pour moi, c'est que j'avais déjà accès à la communauté par mon travail à Singapour. Et j'avais déjà une relation de confiance avec pas mal de domestic workers, ce qui me permettait de co-construire la formation avec elles. D'accord. Donc de faire quelque chose qui soit vraiment adapté à leurs besoins et puis à leur culture. Et donc la première formation, je l'ai lancée sur un blog WordPress avec moi-même sur Facebook Messenger avec les 20 domestic workers. Et puis tous les jours, je leur envoyais du contenu. Et puis on discutait, et puis elle me disait ça je comprends pas, ça c'est pas clair, non mais ça il manque cet aspect-là. Donc on a vraiment construit la première formation ensemble. Feedback, là c'était une formation qui durait 6 semaines, c'était beaucoup trop long, donc on en a refait une de 3 semaines après qui était plus condensée. D'accord. Et après avoir lancé un peu le produit avec elle et m'être rendu compte que ça avait de l'impact et que on a fait, je me suis dit il faut que j'aille chercher des financements. Et donc là, à la base, j'ai fait une campagne de crowdfunding pour pouvoir. Sur quelle plateforme? Sur mon site. Ah d'accord, tu l'as fait toi-même, quoi. D'accord, très bien. J'avais pas envie de payer une plateforme. Ok. Et puis avec des bénévoles. Donc en fait, je me suis très vite posé la question, est-ce que je veux faire une ONG ou est-ce que je veux faire une entreprise sociale? Et puis finalement, je suis partie sur la voie ONG parce que ces formations sont gratuites. Et l'idée, c'est que l'on puisse vraiment en faire bénéficier le maximum de personnes. Et donc, même si nos formations autour du soin du bébé seront payantes à terme, avant que ce soit suffisamment rentable, il va se passer des années, parce que c'est quand même un projet qui est avant tout social. Et donc, je me suis dit, j'arriverai à générer plus d'impact en créant une ONG. Mais je le gère comme une entreprise sociale, en fait. C'est-à-dire que avec les mêmes logiques on veut maximiser l'impact, on veut maximiser l'efficacité de ce qu'on fait, et puis on grossit petit à petit. Et comment est-ce que vous êtes financé donc aujourd'hui? Enfin, il y a combien de personnes dans l'organisation? Aujourd'hui, on est 4 staffs. Ouais. Ça fait depuis 1 an. Initialement, je l'ai construit avec des bénévoles. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'ont accompagné sur le développement du projet et qui ont donné 2-3 jours par semaine. Ouais. Ensuite, on commence après à faire tu cherches des fonds. Tu cherches des fonds quand tu es une start-up, donc tu vas pitcher. Tu vas pitcher des fondations privées, tu vas pas pitcher des investisseurs, parce que tu n'as pas de part à donner. Et donc tu te fais connaître comme ça. Et on a réussi à avoir une première fondation qui nous accompagne avec un $500 000 là, sur les 2 prochaines années. D'accord. Qui m'a permis de recruter les premières personnes. Et puis là, il va falloir qu'on commence à préparer la suite et qu'on recommence à être plus actif sur. Donc c'est des financements locaux, ça peut être typiquement des riches familles hongkongaises qui financent ça. Ça peut être des riches familles hongkongaises, des fondations privées même étrangères. Après, il y a dans le monde des ONG beaucoup de grants, donc de bourses. Donc tu remplis des demandes et selon ton projet, tu peux comme ça avoir des financements. D'accord, ok, très bien. Et l'écosystème hongkongais, tu m'as parlé aussi, il y a d'autres projets pour aider les helpers, ce genre à ce moment-là. Comment ça se passe et comment vous positionnez par rapport aux autres? On essaye vraiment de travailler en complémentarité, d'autant plus qu'on... Il y a un autre Français, moi je crois avoir croisé un Français qui fait un... Edouard, c'est ça, d'accord. Il fait une plateforme qui s'appelle Helper Place. Helper Place, ok. Qui aide à recruter une domestic worker sans passer par une agence justement, ce qui coûte assez cher. Et donc de couper les frais pour les domestic workers. Une des raisons pour lesquelles elles ont tant de mal financièrement, c'est que pour venir travailler ici, elles doivent payer entre 2 et 6 mois à une agence de salaire. Donc imagine toi, si pour prendre un job, il fallait que tu avances 6 mois à ton employeur, les 6 premiers mois, tu n'étais pas payé en gros. Et de l'autre côté, quand on se balade aux Philippines, en Indonésie, on voit placardés partout des panneaux pour recruter ces femmes-là. Donc il y a un vrai business qui est organisé derrière ça, quoi.
Et le système est cassé. Enfin, franchement, il est sous-effectif pour tout le monde, que ce soit pour elles, pour leurs employeurs également. Ici, enfin, finalement, il faut débourser quasiment 10 millions de dollars pour pouvoir recruter quelqu'un, ce qui met énormément de tension sur les premiers mois de la relation, et énormément tout court. Donc, si ça se passe bien, en fait, si ça se passe pas bien, en général, l'agence vous garantit que vous pouvez avoir quelqu'un d'autre. Donc, vous avez aucune raison d'essayer de faire que ça se passe bien. Il n'y a pas de période d'essai. Donc, elle, en fait, si vous cassez son contrat, c'est retour à la case départ. Elle doit retourner dans son pays d'origine et elle doit repayer 2 à 6 mois de salaire pour revenir. D'accord. Donc, tout ce côté formation sur ne pas se faire avoir, sur la gestion de son argent, d'éviter des prêts abusifs. Bon, là, on est déjà dedans, quoi. Dès le début. Dès le début, on est dedans. D'accord, ouais. Ok. Et donc il y a le côté donc les NGO qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et est-ce que tu connais un peu le domaine des ONG plutôt à Hong Kong, et comment ça se passe, parce que j'ai entendu dire que ça, vu la situation politique à Hong Kong, les choses changeaient un peu. J'ai vu que Reporters sans frontières, il y a quelques années, je crois qu'ils sont installés à Taïwan, ils ont évité Hong Kong parce que voilà, ils se sont dit que c'était pas pour la liberté de la presse, c'était pas le meilleur endroit qui soit, et l'avenir leur a donné raison. En fait, tout ce qui est campagne de sensibilisation, ce qu'on appelle advocacy, c'est sûr que c'est pas un bon endroit pour les ONG. Mm-hmm. Tout ce qui est éducation ou directement apporter de l'aide, par exemple aider les sans-abri, comme le fait remarquablement bien l'ONG Impact Hong Kong, ça, il n'y a pas de souci. On veut dire, ce sont des services sociaux qui sont très valorisés. Donc c'est simplement un peu, je pense, comme les journalistes, ça dépend du positionnement de son ONG, de ce qu'on cherche à faire. Mmh. Nous cherchons à apporter de l'éducation sur un sujet qui n'est pas sensible, qui est au contraire très positif pour tout le monde, de mieux gérer son argent. On n'a pas de souci pour le moment par rapport à notre. D'accord, c'est pas impacté ou moins impacté, d'accord. Ouais. Voilà, par contre, c'est très clair, on peut pas se positionner sur les lois, on peut pas dire il faudrait changer telle loi, etc. On va vraiment rester sur notre sujet qui est l'éducation. D'accord. Tu le sais, ou ça vous est stipulé, en fait, oui, c'était stipulé pour pouvoir avoir notre statut de charity. Mm-hmm. Il a fallu qu'on mette dans nos statuts qu'on ne prendrait pas de position sur les lois, qu'on ferait pas d'advocacy, et qu'on a dû définir très précisément notre action. D'accord, ok. Et le côté tech, donc tu as dit que tu as développé comme une solution, il y a un chatbot, c'est relativement automatisé. Enfin, comment est-ce que tu as mis ça en place? Alors sur le MVP, j'ai mis en place toute seule. Ouais. Donc un WordPress, quelque chose de relativement simple, c'est ça? En bricolant différentes plateformes existantes, donc un chatbot, un LMS, donc c'est un Learning Management Platform. Donc quelque chose de relativement sophistiqué que tu as déjà bidouillé toute seule, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et puis se faire parler des différents outils. WordPress, j'ai assez vite abandonné quand même. Enfin, je l'ai gardé pour le site web, mais t'as branché des API ou comment tu fais pour que ça se... Ouais. D'accord, ok. Et là, on va passer à la V2 avec un système IT qu'on va faire développer from scratch pour pouvoir justement passer l'étape d'après en termes de scalabilité. Là, on est un peu au maximum. On en avait, pour te donner une idée, 200 la première année en 2018, 600 en 2019. Là, on est à 2700 cette année, nouvelles élèves qui se sont connectés sur la plateforme. Et l'ambition à 3 ans, c'est d'en avoir 10 000. Mm-hmm. Mais en fait, là, notre système actuel, il est dépassé. Donc, même si on a essayé d'automatiser un maximum de choses, par exemple, ce qui est cœur dans notre projet, c'est qu'on crée ces petits groupes de 20 personnes et qu'on leur alloue une team leader et qu'elles font la formation ensemble. Mm-hmm. Donc ça, pour le moment, on le fait encore manuellement. Donc j'ai ma Student Success Officer qui, tous les mois, fait ses groupes, alloue un team leader et ça passe quand on en a 30, 40 des groupes par mois. Ça passe pas quand l'ambition, c'est d'en avoir 400. D'accord. Et quels sont justement tes développements donc tu nous as dit que tu visais de tripler, c'est ça, ton nombre d'étudiantes. Et quelles sont tes ambitions en termes de nouvelles formations, de nouveaux services que tu veux offrir? Comment tu vas te développer? Alors, déjà dans les prochaines années, c'est de mener à bien cette scalabilité. Ça va demander des ressources, honnêtement, de monter bien ce qu'on appelle notre pyramid scheme for good, donc ce schéma pyramidal mais positif où les anciennes entraînent les nouvelles. Mm-hmm. On veut vraiment faire en sorte que ce soit bénéfique pour elles et qu'elles aient également des opportunités tout au long. Donc on va
axé une grosse partie de nos efforts sur faire en sorte que nos team leaders, elles aient d'autant plus d'opportunités, d'autant plus de formations et qu'elles soient motivées à continuer à participer à la communauté. Donc une partie de nos efforts, ça va aller là-dedans. Notre formation cœur Dare to Dream, on est en train de complètement la revoir, on va peut-être même changer le nom pour qu'elle soit encore plus complète et qu'en particulier elle traite mieux les problématiques de santé mentale qui sont très importantes pour notre communauté, mais en particulier dans les temps actuels. Il y en a qui peuvent faire des dépressions, enfin, il y a des cas quand même assez... En fait, c'est complètement ignoré. Je pense que la santé mentale à Hong Kong n'est pas forcément un sujet déjà dont on parle beaucoup, enfin de plus en plus, mais à la base, c'est un sujet un peu tabou, et en particulier dans cette communauté, c'est un très très gros tabou, et on a fait une enquête, on n'a pas encore diffusé les résultats, mais oui, il y a une grosse majorité de la population, de cette population qui a des symptômes indicateurs de dépression, en fait. D'accord. Ouais. Et d'un point de vue géographique, tu veux rester concentré sur Hong Kong, ou il y a d'autres territoires où tu pourrais faire des choses? En fait, on est déjà à Singapour, et on est aussi déjà pas mal au Moyen-Orient. Donc on va continuer à faire grossir la communauté dans ces régions-là en priorité. D'accord. Ça se fait de manière un peu organique? Vous avez un système où, Ça se fait de façon organique. On fait également de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais en fait, pour le moment, notre problématique, c'était pas tant d'attirer des nouvelles personnes. C'est luxueux de pouvoir dire ça, mais c'était vraiment de pouvoir en prendre plus. Et encore une fois, c'est parce que pour nous, c'est pas juste, ok, c'est bon, elle s'est connectée une fois, ça compte comme une personne. C'est vraiment de faire en sorte qu'elles fassent la formation et que ça change leur vie. Donc c'est d'avoir cette combinaison à la fois de scalabilité et d'impact qui est pas facile. D'accord, très bien. On a fait à peu près le tour. Je pense on va arriver sur la question finale que je pose à mes invités. Est-ce que tu as une astuce pour hacker l'Asie ou hacker Hong Kong? Est-ce que tu as trouvé peut-être sur ce projet-là, ce projet en particulier, où tu es à la fois dans cet écosystème hongkongais, mais où tu t'adresses à des populations qui viennent de toute l'Asie du Sud-Est? Alors, la réponse sérieuse entre guillemets, c'est que oui. Je pense que ce qui est très important ici, c'est le concept de réseau de Guanxi. Pour employer un mot chinois. Pour employer un mot chinois. Alors, pas essayer de dire mon chou comme en cantonais. Donc ça, c'est extrêmement important. De passer du temps à rencontrer des gens et passer du temps également à parler finalement de rencontrer vraiment la personne dans son intégralité, c'est-à-dire de parler également de sa famille, de ses intérêts et de prendre ce temps-là. Moi, ça a été extrêmement important. Encore une fois, j'arrivais ici, je connaissais personne à Hong Kong, je connaissais personne dans le réseau des ONG. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai commencé à rencontrer des gens, commencé à demander de l'aide. Ça, je pense aussi, c'est vrai pour n'importe quel entrepreneur, mais de vraiment oser demander. Et j'ai perdu beaucoup de temps au début parce que par exemple, le statut d'ONG Hong Kong, j'y comprenais rien. Et j'ai perdu quasiment 9 mois que je paye. Qu'on paye aujourd'hui parce que du coup ça nous a retardé dans le fundraising, juste parce que j'avais pas osé demander. Et quand j'ai trouvé les bonnes personnes, l'avocate chinoise qui m'a expliqué en 2 autres mouvements ce qu'il fallait que je fasse, ça s'est beaucoup mieux passé. D'accord. Et donc quand tu parles de réseau, tu parles envers les locaux, les Chinois, ou aussi envers les étrangers, en général? En général. D'accord. En général. Parce que ça se passe pas comme en France, quoi. Le fait d'être expatrié, etc. On peut aussi peut-être plus facilement demander. Je pense qu'il y a de ça. Le fait d'être expatrié, on va plus facilement, les gens vont plus facilement également ouvrir leurs portes. Après, c'est vrai aussi en France dans une certaine mesure, mais c'est particulièrement vrai ici. Je pense qu'il y a ce contexte expatrié et puis il y a ce contexte asiatique où, encore une fois, c'est important, les choses se font beaucoup par le réseau. Et où les choses sont pas forcément très claires, très limpides, en particulier quand on est étranger, mais je pense même pour un local. Et c'est en connaissant les bonnes personnes qu'on comprend, qu'on a introduit, que les gens vous font confiance. Il y a beaucoup cette chose de faire confiance, en fait. D'accord. J'ai confiance à quelqu'un parce que ça m'a été introduit qu'elle m'a été introduite par telle personne. Ouais, non, c'est la base du réseau, là, la confiance, carrément. Ouais. Mais après, tu parles aussi de réseau avec tes clientes, entre guillemets, avec les helpers,
pour que le message se diffuse dans la communauté. Et tu parles de différentes communautés. Enfin, on a tendance à toutes les mettre dans le même sac, alors que c'est quand même des gens qui viennent de pays différents. Est-ce que tu fais, enfin, comment ça marche le réseau avec ces dames-là, avec ces femmes? Et est-ce que tu fais une distinction, enfin, entre les Philippines, les Indonésiennes, etc. Enfin, est-ce que culturellement, sur cette question-là, est-ce qu'il y a des grosses différences que tu as expérimentées? Il y a des différences culturelles, il y a aussi des différences en termes de langage. Nous, pour se faire connaître dans la communauté, en fait, on s'appuyait sur elle. Et donc ça a été hyper important. C'est notre réseau via nos team leaders, via des ONG grassroots, où elles vont communiquer sur la formation. Et donc c'est travail de construction de communauté qu'on fait avec Jenely, qui est notre employée philippine, où en fait il faut arrêter de se dire que toi, l'étranger, tu vas savoir bien comprendre les codes. La façon dont j'ai hacké le système, en l'occurrence, c'était d'employer une Philippine, très clairement. D'accord. Alors là, tout d'un coup, forcément, la communication passe mieux. Et en effet, par ailleurs, aussi une problématique de langage, hein, même si les Philippines parlent en général bien anglais, c'est en tout cas pas du tout le cas pour la communauté indonésienne. Et donc, pour le moment, notre communauté indonésienne, elle est surtout développée à Singapour, parce qu'à Singapour, elles parlent mieux anglais. D'accord. Parce qu'elles sont obligées. Alors qu'ici, elles sont en général mieux entraînées par les cantonais pour pouvoir être déployées auprès des personnes âgées. Donc, c'est des choix que fait l'Indonésie. Sachant que les Singapouriens parlent mieux anglais en général que les Hongkongais, quoi. Donc, d'accord, c'est logique, quoi. On a, voilà. D'accord, très bien. Vas-y, excuse-moi, je te coupe. Non, voilà, c'était ça a été hyper important pour moi dans mon développement de l'ONG, dans le développement de la communauté aujourd'hui. Beaucoup confiance, bouche à oreille. Et puis après, je disais, c'est plus moi à titre personnel, comment j'ai hacké l'Asie ou comment je me suis hacké moi-même. Je me suis installée à côté d'une boulangerie. Ah d'accord, donc il y avait la réponse sérieuse, on arrive à la réponse moins sérieuse. D'accord. Ça m'a vachement aidé à hacker l'Asie. Ok. Donc de garder quand même un contact culinaire avec la France, c'est ça que tu veux dire. Ouais. T'aimes bien la nourriture locale, mais... Ouais, une boulangerie, je recommande d'ailleurs Miam à Saïnpoon, qui est une boulangerie gérée par une hongkongaise, mais avec des produits français, et je pense que vous ne trouverez pas un meilleur pain au chocolat en France. Ah, d'accord. Bah, je connaissais pas, mais je vais aller tester. Miam à Saïnpoon. Très bien. Et juste, il y a comme une question importante que j'aurais dû te poser avant. Mais est-ce que tu recherches des choses? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que si on veut faire une donation à Uplifters, comment ça marche? Oui, alors. Est-ce qu'on peut t'aider même en donnant du temps s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent se proposer mais est-ce que tu recherches des fonctions particulières, tu vois? On recherche des fonctions particulières. Bénévolat est vraiment basé sur les compétences. Sur notre site web, on détaille, donc c'est uplifters-edu.org. Donc il y a des besoins ad hoc, on va dire, donc c'est sur vraiment des compétences, par exemple du graphic design ou site web ou compta, où on va dire voilà, on a ce besoin-là. Et après il y a ce que j'appelle ma core team, où c'est un engagement qui est plus conséquent, qui est sur quasiment une mini fiche de poste pour rejoindre l'équipe et contribuer, on va dire, également à la stratégie et au développement sur le long terme. Ça, c'est les besoins en termes de bénévolat. Et oui, après, clairement, besoin de soutien financier. Avec 150 $, vous pouvez financer la formation d'une domestic worker à notre formation Dare to Dream. Donc à peu près 15 €. C'est à peu près 15 €. Et si vous le faites tous les mois, vous changez une vie tous les mois, ce qui est quand même assez gratifiant à titre personnel. D'accord. Bon, très belle conclusion. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Marie. Merci, Raphaël. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!